Jean-Pierre Levade demeure un grand nom du patronat français, ancien président du Crédit Lyonnais de 93 à 2003, à une époque où le nom de la banque se retrouvait régulièrement dans la presse. Après l'école polytechnique, Sciences Po et des études supérieures d'économie, Jean-Pierre Levade a fait sa première partie de carrière dans l'aéronautique civile. Il a travaillé sur les grands programmes Concorde puis Airbus qui ont fait la renommée aussi de l'industrie française. Il est ensuite devenu banquier spécialisé en financements internationaux. Puis en 81, on se souvient qu'il avait été avec Pierre Mauroy, aux côtés du Premier ministre de l'époque, donc, où il avait en charge toutes les questions économiques. Il a joué un rôle important dans le tournant de la rigueur. Alors c'est aussi l'une des raisons de sa présence ce matin, c'est de savoir ce qu'il pense de l'éventuelle rigueur à laquelle nous serons sans doute confrontés vu l'état des finances publiques. Il a ensuite présidé de grandes institutions financières, Suez, l'UAP, puis le Crédit Lyonnais, qu'il a redressé, et ça fait l'objet justement d'un essai sur l'affaire Tapie, qui a, si vos souvenirs vous rappelle à la réalité, si on peut dire, a quand même été un événement médiatique important, même si on a un petit peu oublié les choses, et c'est l'occasion de prendre un petit peu de recul sur une grande affaire qui a mêlé un grand nom aussi, Bernard Tapie, qui était, selon Jean-Pierre Levade, peut-être le premier populiste, et c'est là aussi que l'on voit des similitudes avec notre époque. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Pourquoi parler de l'affaire Tapie maintenant ? Je pensais que cette affaire était terminée. Et je me suis aperçu soudain, au mois de septembre dernier, à partir de la série Netflix, mais surtout d'une série de documentaires dans les télévisions, y compris les télévisions publiques, que le héros était réinstallé. Donc, un homme merveilleux avec beaucoup de talent, ce qui est vrai d'ailleurs, mais d'une certaine façon sorti de la vie publique et écrasé par le complot qu'aurait monté contre lui le Crédit Lyonnais. On réécrivait l'histoire. Et si on en faisait un arnaqueur secondaire, si je puis dire. Alors que pour moi, il est très clair que c'est l'homme qui a fabriqué et échoué, un peu à cause de moi, la première grande escroquerie contre l'État français avec l'appui du pouvoir exécutif, ce qui est une situation quand même tout à fait anormale depuis l'affaire Stavisky, ou depuis l'histoire du canal de Panama. Donc ça a échoué, mais ça a failli réussir. Donc voir l'inventeur de ce faux complot à son encontre être représenté comme un héros à un moment où toute la société française, la vie politique française est de plus en plus ouverte à la montée du populisme, comme on le voit sur la scène politique, je me suis dit non, il faut que je raconte la vérité. Je ne peux pas laisser s'installer cette espèce de mythe. Et donc, j'ai expliqué de manière assez froide, je pense, et factuelle, exactement ce qui s'était passé. Ne fallait-il pas le faire au moment où il était vivant ? Jean-Pierre Levade. J'ai écrit ce livre, en fait, au moment où il était encore vivant. Et j'avais décidé de ne pas le publier, compte tenu à la fois de l'évolution du dossier sur le fond, puisque finalement, dès 2015, j'avais gagné, si je puis dire. L'arbitrage avait été considéré comme frauduleux. Et son état de santé faisait que je préférais me taire. En outre, la situation un peu particulière dans laquelle j'étais, c'était que j'étais l'opposant numéro un, j'étais considéré comme l'adversaire numéro un, j'étais sans cesse attaqué par lui, son avocat, des journalistes qui étaient à ses côtés, il y en avait beaucoup, mais je n'étais pas en cause dans les affaires judiciaires, donc je n'ai jamais pu témoigner, je n'ai jamais été appelé en témoignage, nulle part. Ce qui fait d'ailleurs que je pense que l'État, d'une certaine manière, était complice de cette situation. Et donc, j'avais écrit la vérité en me disant, je la garde pour moi, peut-être que ça intéresserait un historien un jour, et de toute façon, j'ai gagné sur le fond. Et c'est quand j'ai vu que le personnage
était réinventé comme un mythe positif, si je puis dire, que je me suis dit non, c'est pas possible, donc je publie. Mais expliquez-nous, Jean-Pierre Levade, expliquez-nous le fond délictuel de l'affaire, ce qui fait sa singularité. Ou elle arnaque, en fait. Je vais être simple. J'arrive au Crédit Lyonnais en fin 93. L'affaire Adidas, pour moi, elle est dans la relation avec Bernard Tapie, elle est terminée, puisque quand il achète Adidas en juillet 90, je ne suis pas au Crédit Lyonnais. Quand Adidas est revendu début 93, je ne suis pas au Crédit Lyonnais. Donc, quand j'arrive au Crédit Lyonnais, Adidas a été acheté et vendu. Donc, pour moi, c'est une affaire, de ce point de vue-là, terminée. Je regarde quelles sont les autres affaires de Bernard Tapie. Ce qui lui reste après la revente d'Adidas, avec une plus-value d'ailleurs dont il bénéficie. Et je me rends compte que, contrairement à la légende qui a été installée, c'est un gestionnaire catastrophique. Donc ces autres affaires sont toutes en déficit. Et donc, je fais ce qui est mon devoir. À l'époque, d'ailleurs, c'est une petite chose à mes yeux par rapport à la montagne de problèmes que j'ai à résoudre dans un Crédit Lyonnais qui est en état de quasi-faillite, alors que c'est une entreprise nationale qui aurait dû être contrôlée par l'État. Donc, défaillance majeure de l'État. Et donc, je m'aperçois qu'il est en déficit généralisé. Je fais ce que je fais dans des dizaines et des dizaines de cas dans ce nouveau métier au Crédit Lyonnais, c'est-à-dire, je dis, il est en défaut, on le met en défaut, point. Et donc, on va devant le tribunal de commerce qui prononce sa liquidation. Or, Adidas, vous voyez, Et ce que je ne savais pas, c'est que compte tenu des structures juridiques un peu stupides qu'il avait prises pour organiser ses propres affaires, il était responsable à l'infini, sans limite, sur son patrimoine personnel. Il avait fait ça, en fait, pour pas payer d'impôts, ce qui est un motif stupide. Et donc, à l'époque, sa liquidation a entraîné sa faillite personnelle. Et à l'époque, la faillite personnelle, ce que je ne savais pas, à l'époque, la faillite personnelle entraînait de plein droit l'inéligibilité. Donc, quelque part vers la fin 94, mon action normale, professionnelle, de banquier un peu froid, mais qui a une montagne de problèmes devant lui, lui a coupé les ailes. Lui a coupé les ailes politiquement. Et donc ça, parce qu'il envisageait d'être président. Absolument. Maire de Marseille dans un premier temps, ça c'était déjà parti, et éventuellement président. Donc le héros, en fait, c'est vous, Jean-Pierre Levade, parce que vous avez empêché un populiste, oui. Un populiste que vous jugez démagogique et nuisible, Donald Trump d'accéder à la présidence de la République. Absolument. Donald Trump à la française. En quoi le rôle de l'État a-t-il été trouble? Plus que trouble. J'étais naïf à l'époque. L'État a soutenu, pas tout l'État, mais des parties de l'État, et en particulier les présidents de la République successifs, François Mitterrand, puis Nicolas Sarkozy, ont soutenu Bernard Tapie. De quelle manière? Alors, François Mitterrand, d'abord, il a lancé sa carrière politique, puisque c'est lui qui en a fait un ministre. Il a poussé à se présenter aux élections législatives à Marseille. Nicolas Sarkozy, c'est d'une autre nature. Nicolas Sarkozy, quand Tapie, ayant été sorti de la vie politique à cause de mon action, essaye de dire je n'étais pas en faillite, donc cette faillite est illégitime parce que il y a eu un complot contre moi sur l'affaire Adidas. J'avais gagné plein d'argent sur Adidas et c'est le Crédit Lyonnais qui en a pris possession. C'est ça l'idée, simple. Nicolas Sarkozy a soutenu cette thèse. Et donc, on s'est retrouvé avec un arbitrage en 2008, immédiatement après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Immédiatement, alors que l'affaire juridiquement était en train de se clore, immédiatement, arbitrage privé. Donc, on sort des systèmes judiciaires normaux, on sort de la justice et on va à un arbitrage privé. Et l'arbitrage privé est totalement bidouillé, totalement. À tel point que on critique le gouvernement des juges, mais je rappelle aussi dans cette affaire que l'État, complice de ce genre d'opération, complice à son sommet, a été sauvé
par la justice, et en particulier par la Cour des comptes. C'est-à-dire que quand l'arbitrage sort en 2008, normalement, un arbitrage, c'est quelque chose qui reste secret. Le verdict est public, mais le texte est secret. Le texte ne sort jamais. Là, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, il mériterait une belle décoration, il y a quelqu'un dans le système qui a dû trouver que trop, c'était trop. Le lendemain de l'arbitrage, la totalité du texte était sur le site internet de l'Express. Donc, naturellement, je le lis, et on est 5, 6, 7, pas très nombreux, on est un certain nombre de gens, que je connais tous, à se mettre à hurler. Et donc, la Cour des comptes va faire une inspection au CDR. Donc, le CDR, c'est le consortium. Le consortium qui gérait cette affaire, qui m'avait été enlevée. Là aussi, cette affaire m'a été enlevée. Et la Cour des comptes fait un rapport, à la suite duquel le président du CDR est immédiatement traduit devant la commission budgétaire de l'État, et Christine Lagarde, ministre des Finances, est mise en cause explicitement par la Cour des comptes. D'où traduction de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République, qui la condamne symboliquement, mais qui la condamne, et deuxièmement, enquête pénale. Et donc, la justice repart, la justice, sur le fond, termine le travail qui a été commencé depuis des années et des années, et avant même que l'enquête pénale soit terminée, ce qui pour moi a été une surprise, la justice au civil, cour d'appel en deuxième instance, plus cour de cassation, la justice dit l'arbitrage est frauduleux. Donc terminé, M. Tapie a perdu. Donc la morale de l'histoire... Et Sarkozy avec. Et qui, lui, n'a pas subi les effets négatifs de cet arbitrage frauduleux. Non. Très curieusement... Il ne me semble pas que vous en parliez beaucoup, d'ailleurs. Comment ? De Nicolas Sarkozy. Oui, je le dis assez clairement, je pense. Je dis d'ailleurs, je suis étonné que l'enquête de la justice s'arrête au cabinet de Madame Lagarde et ne remonte pas au cabinet de l'Élysée, parce que Sarkozy est protégé par son immunité présidentielle, ce que je comprends. Mais en revanche, les membres de son cabinet qui ont participé activement à cette opération, leur responsabilité aurait dû être mise en cause. De quelle nature était le soutien de Nicolas Sarkozy à Bernard Tapie ? Il a provoqué l'arbitrage. Oui, mais dans quel intérêt ? Est-ce qu'il y avait un renvoi d'ascenseur ? Est-ce qu'il y avait un financement particulier ? Est-ce qu'il y avait un lien financier ? Ou est-ce que c'était un lien entre personnalités ? Comment qualifiez-vous ce lien ? Je ne peux dire que les choses que je sais de manière à peu près certaine. Donc le lien est un lien politique. Et donc c'est la même nature que le lien de François Mitterrand. C'est-à-dire Monsieur Tapie est utile pour mes objectifs politiques. Alors pourquoi ? Parce que si nous remontons à l'élection présidentielle de 1995, à l'époque, Bernard Tapie est considéré comme un allié potentiel d'Édouard Balladur, de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, à l'époque, soutient Édouard Balladur contre Jacques Chirac. Et donc, il ne faut pas oublier que juste avant que je mette M. Tapie en faillite, il a mené la liste des radicaux de gauche aux élections européennes qui ont signé la fin politique de Michel Rocard. Et il a fait ça sur demande de François Mitterrand, qui voulait se débarrasser de Michel Rocard. Donc là, on comprend le lien entre François Mitterrand et Bernard Tapie. Et puis, il y avait aussi l'idée d'utiliser Bernard Tapie contre Jean-Marie Le Pen aussi. Oui, et puis il y avait aussi l'idée, à l'époque, pour Édouard Balladur, le principal concurrent potentiel à l'élection présidentielle, c'était Jacques Delors. Et donc, l'idée était que éventuellement, Bernard Tapie referait contre Jacques Delors la même chose que contre Michel Rocard, c'est-à-dire qu'il serait candidat à l'élection présidentielle et qu'il empêcherait Jacques Delors, qu'il affaiblirait Jacques Delors de toute façon et qu'il empêcherait Jacques Delors d'être présent au deuxième tour. Oui, mais Jean-Pierre Levan, on est des années plus tard, en 2008. Et donc, la configuration a quand même un peu changé. Sur la question de savoir pourquoi Nicolas Sarkozy
renouvelle son soutien à Bernard Tapie. Parce que Nicolas Sarkozy, et là j'ai les preuves, à l'époque, Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, pardon, faisait partie de l'équipe politique qu'il y avait autour de Nicolas Sarkozy et d'Édouard Balladur. Et que donc, les qualités qu'il avait méritaient d'être protégées et éventuellement réutilisées. Je veux dire, s'il avait gagné l'arbitrage, disons-le autrement, s'il avait gagné l'arbitrage, qu'il aurait pu gagner d'ailleurs, s'il avait été un peu moins ambitieux en termes d'argent, s'il avait gagné l'arbitrage, il serait revenu dans la vie politique. Et donc, ce serait peut-être une figure, ou ça aurait été une figure importante du milieu politique d'aujourd'hui. Vous estimez qu'il a été le précurseur du populisme? Absolument. Une sorte de Trump à la française, ainsi que vous l'avez dit. Sur la question de savoir s'il avait une ambition, le fait qu'il ait une ambition présidentielle, ça a été attesté, il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même. Bon. Et jamais, à aucun moment, cette ambition n'a pu se manifester réellement. C'est-à-dire que cette affaire était irrémédiable pour lui. Parce qu'il y en a eu d'autres, des hommes politiques qui ont été embarrassés par des affaires. Faillite, c'est en ce sens que j'étais l'ennemi numéro un. J'ai provoqué sa faillite a provoqué son inéligibilité. Ça, j'y suis pour rien, mais c'est lui, d'une certaine façon. Il n'y a pas beaucoup de cas dans la vie politique française où ça se passe comme ça. Non, très peu. D'ailleurs, les structures juridiques qu'il avait prises sont... personne ne les prend jamais. Quand vous mettez de l'argent dans une entreprise, en général, vous limitez votre risque à l'argent que vous avez mis. Voilà. Point. Lui, il a mis tout son patrimoine en cause et sa faillite personnelle. Mais s'il avait réussi à prouver que sa faillite était illégitime, ce qu'il a essayé de faire, il serait revenu dans la vie politique. Alors, Jean-Pierre Levade, on lira bien sûr, donc c'est en détail l'affaire Tapie, qui est quand même évidemment complexe forcément, comme toutes les affaires financières. Vérité et mensonge, je voulais vous entendre aussi sur l'état des finances publiques en France quand même, puisque aujourd'hui, il y a de fortes inquiétudes sur le sujet. Je ne sais pas ce que vous préconisez lorsque vous entendez, par exemple, que le déficit de 5,1% en 2024, c'est le chiffre qui a été finalement retenu. Donc, on essaie de trouver, enfin, je dis on, Bruno Le Maire essaie de trouver des économies supplémentaires, 10 milliards, puis 20 milliards en 2025. Qu'est-ce que cela annonce pour nos finances publiques? Est-ce qu'on est déjà dans l'austérité ou la rigueur? On devrait y être. On n'y est pas du tout, mais on devrait y être. J'ai beaucoup travaillé avec Pierre Mauroy en 82-83 pour fabriquer ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Les enjeux que nous avions à l'époque, ils étaient infinitésimaux par rapport à ceux d'aujourd'hui. La situation à ce point. Oui, la situation était beaucoup plus simple que la situation d'aujourd'hui. Et quand je vois le combat qu'on a dû mener en 82-83 pour des enjeux qui étaient en fait, une fois de plus, beaucoup plus limités, on avait rétabli tous les équilibres économiques un an après le tournant de la rigueur de 83. On avait une balance des paiements qui était redevenue positive. On avait un déficit budgétaire qui était repassé en dessous de 3% du PIB. Donc, il y avait... Un an après, tout était réglé. Et on avait cassé le taux d'inflation, ce qui est la vraie victoire de l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis avec un grand sourire, j'aimerais bien être à nouveau conseiller d'un Premier ministre ou d'un président de la République, parce que je me demande ce que je lui dirais. Qu'est-ce que vous feriez? D'abord, établir la vérité. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous avons deux conséquences de la situation budgétaire catastrophique. La première, c'est qu'on ne peut rien faire sur des sujets majeurs sur lesquels on aurait besoin d'investir et de mettre de l'argent. La défense, l'éducation, l'hôpital, la révolution climatique, tout ça, ça va coûter, ça devrait coûter de l'ordre de 3 points, 4 points de PIB par an. C'est-à-dire que c'est le montant de notre déficit. Donc, quand vous êtes en déficit à ce niveau-là, vous ne pouvez pas... Voilà. Aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Donc, tous les sujets sérieux qu'on a en face de nous, on ne peut pas les traiter aujourd'hui tant qu'on ne résout pas le problème budgétaire. Ça, c'est le premier point.
Premier point. Deuxième point, deuxième risque, notre déficit budgétaire est tel que nous pouvons avoir, alors ça, aucun économiste n'est capable de prévoir l'avenir, contrairement à ce que certains d'entre eux prétendent, aucun. Parce que les modèles économiques, ils reposent toujours sur le passé, et qu'il y a un événement nouveau, imprévisible. Mais nous sommes en risque de perte de confiance de la part des prêteurs sur notre dette. Alors personne ne peut savoir quand ça se produira, quels seraient les effets. Enfin, si, les effets, on sait. Augmentation des taux d'intérêt et nécessité brutalement de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Donc, je vais vous dire une chose que personne ne dit en France. Quand on regarde de près la structure des finances publiques, la structure des dépenses publiques, et ça, ni M. Le Maire, ni M. Macron n'en disent un mot, ni d'ailleurs la plupart des hommes politiques, vous vous rendez compte que l'essentiel de notre déficit provient non pas des dépenses de l'État régalien, et donc c'est pour ça que aller gratter 10 milliards d'euros dans les dépenses de l'État, c'est ridicule. De l'État central. De l'État central, ça n'a aucun effet possible, sauf à limiter les possibilités d'action, une fois de plus, de l'État. Mais notre déficit, à hauteur de 70 milliards d'euros, c'est-à-dire 2,5 points, ce sont les dépenses sociales. Autrement dit, les dépenses sociales qui, par nature, devraient être équilibrées, puisque la dépense sociale, c'est une dépense de solidarité. Donc, je suis riche, je paye pour les pauvres. Je suis actif, je paye pour les inactifs. Ça devrait être, par nature, équilibré. Il y a 70 milliards de déficit provenant des dépenses sociales. Et en particulier, je le dis parce que la réforme des retraites récente a fait un drame de tous les côtés, y compris chez les syndicalistes. Mais sur ces 70 milliards, il y en a au moins une cinquantaine qui proviennent du non-financement des dépenses de retraite de la fonction publique. Voilà, donc ça... Donc le nœud est là. Le nœud est là. Le nœud, ce sont les retraites de la fonction publique. Oui, ce sont les retraites de la fonction publique. C'est là qu'il faudrait... au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois la fonction publique d'État, la fonction publique des collectivités locales, la fonction publique hospitalière, plus toutes les subventions qui sont accordées par l'État sur les régimes spéciaux. Régimes spéciaux, la RATP, l'Opéra de Paris, le ceci, le cela, il y en a plein. Voilà. Et donc, c'est là qu'il faudrait agir pour vous. Parce que pourquoi on ne dit pas la vérité aux Français? Parce que quand on regarde les structures sociales concernées, en commençant par le Conseil d'orientation des retraites, et manifestement, en dépit du changement du président, le nouveau est en train de rentrer dans le même système, comme les différentes structures sociales sont subventionnées par l'État, pour elles, c'est des recettes normales. Et c'est considéré comme, voilà, je suis à l'équilibre. Vous êtes à l'équilibre parce que l'État vous verse X milliards par an. Ah, mais moi, ça, c'est pas mon problème. Je constate la recette. Point. Point, on est obligé de s'arrêter malheureusement, Jean-Pierre Levade. Sinon, je vous aurais volontiers gardé pour profiter de vos analyses. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Et à bientôt, j'espère.